L'Iran vient d'annoncer avoir abattu un drone américain MQ-9. Mesdames et messieurs, si les États-Unis ont annoncé les interruptions des frappes privilégiant les négociations, l'Iran avait annoncé qu'il n'en était pas ainsi, qu'il n'était au courant d'aucune reprise des négociations et qu'ils avaient annoncé les négociations mortes. Les États-Unis, de l'autre côté, ont tout de même annoncé que les négociations étaient en cours. L'Iran vient donc de démentir cette information en démontrant que de son côté, les hostilités restent d'actualité. Alors, ce drone américain a été abattu sur le détroit d'Ormuz du côté omanais. Il continuait à escorter les navires pendant que l'Iran est en train d'imposer un blocus à Ormuz. Et l'Iran avait bien annoncé que ce chemin que les navires qui sont escortés par les drones américains sont en train de vouloir emprunter est un chemin non autorisé par les gardiens de la révolution. Ce qu'ils ont volontairement ignoré, et les gardiens de la révolution sont passés à l'action. Là, l'Iran est en train d'envoyer un message clair. Les menaces américaines ne font plus froid au dos des Iraniens. Il fallait même pas commencer ces hostilités au départ. Alors qu'avant d'annoncer l'interruption de ces frappes, les États-Unis avaient prévenu à l'Iran d'un scénario plus qu'apocalyptique. Cela n'a pas bougé la position iranienne. Ça ne les a aucunement fait froid au dos. Et l'Iran, sa façon de parler, c'est avec les armes. Et les États-Unis, que vont-ils faire? Pour un premier temps, l'évacuation avait été annoncée des citoyens américains. Aujourd'hui, l'Iran est en train de montrer qu'il n'y a plus aucune place pour les négociations. Et le drone américain, estimé à des millions de dollars, vient de subir les frais. Que va faire Donald Trump? Va-t-il cette fois enfin opter, se décider à aller sur le terrain dont l'Iran est en train de les attendre? Il faut noter que l'Iran a prévenu, dès que l'erreur va être commise, les États-Unis ne vont jamais oublier cela de toute leur vie. Pourquoi Dmitri Medvedev a affirmé qu'une confrontation nucléaire est inévitable entre l'Iran et Israël? Pourquoi cette affirmation? Dmitri Medvedev n'est pas quand même des moindres. C'est le chef du Conseil de sécurité de la Russie. Officiellement, l'Iran n'est pas doté de l'arme atomique. Mais des déclarations pareilles relancent le débat. L'Iran aurait-elle déjà obtenu l'arme nucléaire et sans le dire ouvertement? Parce qu'on se souvient, mesdames et messieurs, chaque fois que les États-Unis parlent d'une menace nucléaire, des frappes nucléaires, de pulvériser entre parenthèses l'Iran, l'Iran a toujours gardé son plus grand calme, affirmant toujours que la riposte sera équivalente à l'attaque. Chaque fois, ça a toujours été le cas. Et là, le chef du Conseil de sécurité russe, pas des moindres, Dmitri Medvedev, qui est censé être bien introduit, bien informé. On se rappelle tous que récemment, il a été aux obsèques de l'ancien guide suprême Ali Khamenei. Donc, il a des renseignements que nous ne disposons pas entre la Russie et l'Iran. Et ces affirmations selon lesquelles une confrontation nucléaire entre l'Iran et Israël est désormais inévitable. Nous savons tous qu'Israël a l'arme atomique. Mais comment parler de confrontation lorsqu'on nous laisse entendre qu'un côté a l'arme atomique et l'autre n'aurait atteint que des seuils critiques pour l'avoir et qu'il n'a jamais pu l'avoir? Est-ce que l'Iran serait en train de réserver quelque chose de très surprenant au monde? Pendant qu'on est en train de chanter que l'Iran n'est pas encore nucléaire, est-elle déjà devenue nucléaire et n'attend que les États-Unis pour répliquer à la proportion des attaques américaines ou israéliennes? La dernière attaque reportée des États-Unis conjointement avec Israël, où Donald Trump a laissé entendre que le moratoire avait été demandé de la part de l'Iran et que si ce n'avait été le cas, l'Iran vient de frôler quelque chose d'inédit. Mais le facteur le plus surprenant est que malgré toutes ces déclarations incendiaires, l'Iran est resté stoïque sans toutefois s'agiter ni s'emballer. Est-ce que l'Iran serait en train de préparer quelque chose d'inédit? Cet Iran qu'on voit n'est-elle pas déjà nucléaire? Autoroute Donald Trump. Toute une autoroute au Maroc de près de 1000 km baptisée
au nom de Donald J. Trump. Quel est le projet derrière? Vous savez, chacun peut faire ce qu'il veut. On n'interdit pas à un pays de faire ce qu'il veut. Mais quel est le projet derrière ça? Donner toute une autoroute? Ou même baptiser en Afrique un monument au nom de Donald Trump, dont nous savons ce qu'il a fait dans le monde. Il lui a été refusé au passage le prix Nobel de la paix. Et là, au Maroc, on trouve une belle occasion de donner une autoroute, de baptiser toute une autoroute au nom de Donald Trump. Ce qui est clair, Donald Trump ne perd jamais les pédales en ce qui concerne les pays africains. Et ce n'est pas à cause de ça qu'il octroiera plus de visas aux Marocains. Cela ne changera jamais en rien son avis en ce qui concerne l'Afrique. Donc, la question que moi je me pose et que certainement beaucoup se posent, quel est le projet caché derrière le fait qu'on baptise toute une autoroute de 1000 km au nom de Donald Trump? Il faut avouer que c'est une grande première dans le monde. Dans le contexte géopolitique, qu'est-ce que cela apportera de positif au Maroc? Est-ce le fait que les États-Unis apporteraient leur soutien au Maroc sur le dossier du Sahara occidental? Qu'a fait Donald Trump au point de mériter toute une autoroute de près de 1000 km baptisée à son nom? À ce que je sache, pour au moins 90% de la population mondiale, à l'heure où nous sommes en train de parler, Donald n'est pas aussi présenté comme un bon exemple en tant que pacificateur dans le monde, avec tout ce que nous avons vu qu'il est en train de faire. La Russie dévoile l'inauguration de son avion de ligne 100% made in Russia. Zéro matériel occidental, aucune assistance technique ni technologique occidentale. Mesdames et messieurs, cet avion a été fait avec les composants électroniques 100% russes. Pourquoi je mentionne les composants électroniques? Parce que sans les composants électroniques, cet avion n'aurait pas pu être inauguré. Depuis 2022, la Russie est sous sanction, privée de recevoir des composants électroniques venant de l'Occident, des États-Unis, etc. La Russie ne s'est pas arrêtée, mais elle s'est démerdée jusqu'à mettre cet avion en service. Le grand défi qui reste notamment pour cet avion est de décrocher le grand sésame de l'autorisation de l'aviation civile internationale. Ce qui reste un grand défi, ils essaieront de faire tout pour boycotter la Russie, de ne pas l'obtenir. Mais néanmoins, le projet de cet avion serait mort si la Russie s'était contentée que voilà, l'Occident ne nous livre plus les composants électroniques, on abandonne. Les ingénieurs russes ne se sont pas limités. Ils ont fait avec les moyens de bord de la Russie et ils sont parvenus à maîtriser et à implémenter la technologie des composantes électroniques qui jusqu'à présent a toujours été la chasse gardée des Occidentaux, des États-Unis, de l'Europe centrale. La Russie aujourd'hui prouve qu'elle a aussi enfin maîtrisé la technologie et la production de composants électroniques. Ce qui relance aussi le débat sur les missiles de précision russes. Ah oui, on nous avait annoncé que la Russie serait coincée tôt ou tard, faute de composants électroniques sur ses missiles. Aujourd'hui, si cet avion de ligne a pu décoller, évidemment, il a fait un vol inaugural à l'intérieur de la Russie, mais c'est un gros signe. Ça veut dire que la Russie n'a plus aucun problème pour les composants électroniques. De ce fait, ces missiles ne rencontrent plus aucun problème sur la chaîne de fabrication en ce qui concerne les composants électroniques. Et deuxièmement, si même on ne lui donne pas l'autorisation de l'aviation civile internationale, la Russie peut vendre ses avions à l'Asie, qui représente un gros marché, et aussi à l'Afrique. Quand on parle d'autorisation de l'aviation civile internationale, on inclut l'Europe, les États-Unis, évidemment, parce qu'ils se sont dit que s'ils n'ont pas les autorisations pour pouvoir voler en Amérique et en Europe, leur projet ne représenterait rien et que ça sera de facto mort. Ce qui est très faux. L'Inde représente un gros marché à ce qui concerne l'aviation civile. La Chine représente un gros marché en ce qui concerne l'aviation civile, sans compter l'Afrique.